L'appréciation du franc congolais, pourquoi est-ce que les entreprises de télécommunications et des supermarchés ne se mettent toujours pas en conformité avec les taux officiels? Est-ce que qu'est-ce que l'État congolais doit mettre en place, en tout cas, pour leur faire entendre raison? On va également parler de la paye des fonctionnaires qui a déjà intervenu. Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur l'appréciation du franc congolais face aux devises étrangères? Nous allons également évoquer la question de quelle politique économique, en tout cas, doit mettre en place le gouvernement congolais pour lutter contre la flambée des prix de biens et services sur le marché. Mesdames et messieurs, on évoquera également la question sur l'Église catholique. Vous le savez, il n'y a pas longtemps en tout cas, l'Église catholique demande à la CENI un nouveau audit du fichier électoral. Est-ce que, au nom de la paix et de la transparence sur le processus électoral, la CENI doit accepter cette proposition de l'Église catholique? On en parle. Mais également, on va clôturer sur la réhabilitation des Golden Boy. Vous le savez, il a été réhabilité, mais au niveau de l'Assemblée provinciale, ça pose problème. Quelle serait la solution à cette scène que nous présentent les députés provinciaux au niveau de l'Assemblée nationale de Kinshasa? Ce sont là les questions qui seront débattues au cours de cette émission Décrypteco. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous dans cette émission. Pour ces questions, on va débattre avec deux journalistes sur ces plateaux. Il y a Yvon Kanda, analyste indépendant et journaliste à Télé 7. Merci à vous, Yvon Kanda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Lui, c'est l'invité de tous les jours. Lui, c'est Tony Antoine Dibendila, journaliste à Ecofin Télévision. C'est avec eux que nous allons débattre les questions, les sujets à énumérer tout de suite. À qui je dis bonjour et merci en tout cas d'être disponible à tout moment que nous avons besoin de vous, Tony Antoine. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre part à ces programmes. Donc merci et bonjour Betty. Voilà. D'entrée des jeux, la francophonie qui venait de fermer ses portes, c'était hier avec un discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, vous le savez, un événement réussi, les infrastructures léguées par ces jeux, occasion, n'est-ce pas, pour les Congolais d'imposer le changement qualitatif pour la prochaine participation. Je commence avec Yvon Kanda. Yvon Kanda, un mot par rapport à ces jeux qui, depuis un certain moment, à la bouche des Congolais, événement réussi. Vous, en tant que Congolais, quelle est votre analyse? D'abord, je dois vous dire un grand merci de m'associer justement à ces magazines, sur les antennes de Ecofin. D'entrée des jeux, déjà sur ces sujets autour de la francophonie. Vous avez parlé de la fermeture, mais je ne pense pas que c'était de la fermeture, c'était juste la clôture au regard de ces jeux qui avaient ouvert déjà ses portes ici en République démocratique du Congo depuis le 28 juillet, c'est-à-dire du 28 juillet au 6 août, exactement 10 jours, pour qu'on arrive à organiser justement ces jeux de grande envergure sur l'espace congolais. Vous savez, c'est un chemin qui s'y balise, c'est un chemin qui s'ouvre droit pour que dans des jours à venir, qu'on voie la République démocratique du Congo arriver par exemple à organiser Chan, Cannes et pourquoi pas aussi la Coupe du Monde. Parce qu'on ne doit pas rester dans le vase clos. Tout pays en principe doit s'ouvrir aux autres pour regarder comment est-ce qu'il faut avancer. Donc moi je pense qu'avec cette organisation du jeu, de la 9e édition de Jeux de la francophonie, c'est vrai, c'est une réussite de la part du pouvoir en place. Et cela remonte d'ailleurs avec les combats qu'on a connus. Je n'étais même pas encore né. Là, nous sommes en 74. C'est allusion au combat Ali et Foreman. Des Aïrois à l'époque. Ces combats-là du siècle, d'ailleurs, on les surnomme ainsi. Avec Mobutu, c'est-à-dire Mobutu s'était battu corps et âme pour arracher d'ailleurs ces combats ici en République démocratique du Congo. Et vous aviez vu, vous aviez même suivi à son temps, les gens sont partis de partout pour aller visiter la République démocratique du Congo aujourd'hui, mais à l'époque c'était les Zaïre.
Et moi, ça me fait plaisir du fait que ces Jeux a été organisé. On a vu autour de plus ou moins 40 pays qui se sont déplacés et venir ici en République démocratique du Congo. Et contrairement de fois certaines informations qui circulent, qui ont été véhiculées sur la République démocratique du Congo, cette fois-là, la plupart de tous ces mondes qui avaient pris part s'est réparti avec au moins unité au regard de tout ce qu'on a toujours parlé. Un pays en insécurité, c'est la guerre, ainsi de suite. Au moins, cette fois-là, l'image était vendue autrement. On a vu la prestation, en tout cas, de Congolais, bien que nous ayons également quelques médailles d'or, argent et bronze et consorts. Est-ce que les infrastructures qu'on nous lègue aujourd'hui peut contribuer pour les prochaines ou la prochaine organisation de ces Jeux? C'est déjà un début de quelque chose. C'est là où nous allons d'ailleurs demander à l'endroit du chef de l'État, au regard aussi avec le gouvernement, de pouvoir miser là-dessus pour que ces infrastructures restent longtemps possibles et doivent être gardées dans l'état où elles se trouvent au jour d'aujourd'hui. Parce que, vous savez, il y a eu beaucoup d'argent. Pour preuve, il y a eu beaucoup de personnes à un moment donné qui s'est porté en faux par rapport à cette organisation, parce qu'ils ne souhaitaient pas que cette organisation se tienne ici en République démocratique du Congo au regard de cette situation sécuritaire dans la partie est de la République. La plupart de beaucoup de gens souhaitaient et estimaient que ces moyens, en principe, on devrait allouer cela dans cette question de la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Mais bon, le chef de l'État a eu à peser de tout son poids pour que ces événements aient lieu ici. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de millions qui ont été déversés, qui ont été plutôt décaissés pour que cela... pour que cette 9e édition de jeu ici, je pense que c'est pas mauvais, quand bien même la RDC en sort par là avec 5 médailles en or, 11 médailles si je ne me trompe pas en argent et 18 médailles en bronze. C'est déjà quelque chose, malgré que cette participation nous a révélé ce qu'on a connu là, mais l'essentiel ici, qu'on se les dise, au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, on est en train de parler de la République. C'est également intéressant pour qu'on jauge un peu les niveaux de nos athlètes sur d'autres disciplines. Oui, quand bien même dans les différentes disciplines, il n'y a pas eu vraiment assez de ce dont on attendait, mais dis-moi, cette participation est une assurance ferme et que nous espérions dans des jours à venir, au regard d'autres éditions qui profilent à l'horizon, la République démocratique du Congo, au travers bien sûr ces athlètes, quand bien même on a aligné plus ou moins 350 athlètes, on a vu ce qu'on nous a donné là comme résultat, mais il y a toujours de quoi espérer parce que l'avenir est certain, meilleur. Voilà, l'avenir est certain et meilleur. Tony Antoine Dibendila, en tant que Congolais d'abord, un mot par rapport à ces événements, la clôture de la 9e édition du jeu de la francophonie sur le sol congolais, mais également dites-nous quelle politique doit mettre en place le gouvernement congolais pour garder ces infrastructures léguées justement par ces jeux de la 9e édition de la francophonie. Oui, justement, c'était une fête. Nous avons constaté, je le pense bien, l'adhésion massive de la population. C'est-à-dire que ça a été porté par les grands publics. Nous avons vu les performances de nos athlètes, bien que nous n'avons pas été la République première sur la liste des pays qui ont participé. Quand même, nous avons pu avoir un certain nombre de médailles, c'est déjà bon, et surtout sur les plans culturels, c'est-à-dire que les activités littéraires, nous avons remporté la médaille d'or pour l'activité en fait littéraire, je crois bien, ça m'a échappé les noms précis, et donc voilà. Ça a relevé également notre niveau sur d'autres disciplines. Donc voilà, cela démontre qu'il y a des efforts qui ont été fournis pour nos athlètes et les Congolais qui ont pris part aux activités littéraires, culturelles en gros, mais également, et cela a démontré nos faiblesses, surtout sur les plans, en ce qui concerne l'athlétisme. Nous avons vu vraiment qu'on a eu du mal à s'en sortir et c'était un peu compliqué. Mais voilà, aujourd'hui c'est la fin. Est-ce que les infrastructures étaient à la base justement? Oui, j'arrive. Je voudrais d'abord souligner cette question-là. Oui, je voudrais d'abord souligner le fait que nous avons quand même remporté quelques médailles en dépit des contre-campagnes et des diabolisations que nous avons enregistrées à travers les médias, ainsi de suite. Ça a toujours été comme ça lorsqu'il y a un grand événement en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a toujours des combats politiques qui s'invitent et il y a les médias qui s'emballent, ainsi de suite. Et donc là, concernant les infrastructures, je crois que il y a à dire c'est un coup de chapeau pour la gouvernance Tshisekedi, pour
pour les comités nationaux du jeu de la francophonie, pour tous ceux qui ont fait de leur mieux pour que les Congos ou la jeunesse congolaise ait enfin ces infrastructures qui leur permettra dans les jours à venir de donner de l'air mieux, de s'entraîner dans de très bonnes conditions, parce qu'on nous le savons, il n'y a pas très longtemps, les basketteurs congolais s'entraînaient dans des basketteurs professionnels congolais s'entraînaient dans comment dirais-je, des gymnases sans toit, ainsi de suite, ce qui n'est pas bon pour la performance des athlètes. Donc voilà, aujourd'hui nous avons ces infrastructures-là, mais après, on ne souhaite pas que cela devienne une sorte de cheval blanc pour justement, voilà la question de savoir des éléphants blancs. Pardon, des éléphants blancs pour... Le doit mettre en place pour garder au mieux ces infrastructures. Mais justement, c'est du sérieux. Connaissant justement la mentalité des Congolais. C'est du sérieux, cela relève aussi du ministère du Sport. Vous voyez, parce que de toutes les façons, on peut généraliser et évoquer le gouvernement. Après, il faudra responsabiliser les gens aussi qui doivent s'occuper. Il y a les ministères des Sports, il y a des fédérations qui suivent, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faudra un peu de sérieux pour voir qu'est-ce que nous allons faire de ces infrastructures. Déjà, les homes de l'UNIKI, nous savons que ça va appartenir aux étudiants de l'université de Kinshasa. Après, les logements qui se trouvent actuellement au site du stade Tata Raphaël, il y a également d'autres... je crois, des restaurants qui ont été construits, ainsi de suite. Il faudra regarder de plus près comment c'est fait. Il faudra qu'il y ait du sérieux pour voir comment est-ce que nous allons gérer ces infrastructures après. Parce que au-delà du fait que ça appartient à la jeunesse, ainsi de suite, ça peut rapporter quelque chose au trésor public. Nous l'avons dit il n'y a pas longtemps. Ces événements entraînent une sorte de... Ça crée de l'économie autour de ça. Il y a l'économie du sport, ainsi de suite, qui permet à ce qu'il y ait de la valeur ajoutée. Nous l'avons dit il n'y a pas longtemps au cours de ces programmes, cette émission. Et donc, on souhaite aujourd'hui qu'il y ait plus de sérieux, de rigueur pour que ces infrastructures-là ne deviennent pas comme nous l'avons vu il n'y a pas longtemps avec les stades des martyrs, même les stades Tata Raphaël. C'était quasiment à l'abandon. Il y avait des enfants de la rue qui logeaient, il y avait des gens de toutes sortes. C'était de la merde. C'était de la merde. Aujourd'hui, on a réhabilité ces stades mythiques qui a connu des grandes rencontres. Moi, par exemple, de mon vivant, je n'ai jamais vu un match de football se livrer les soirs au stade Tata Raphaël. Jamais. C'est pour la première fois que je le vois. Je me suis dit, bon, il y a des efforts. On voit les grands projecteurs du stade Tata Raphaël illuminer les stades. Après autant d'années dans l'abandon, dans l'oubli, justement dans l'abandon, dans l'oubli. Aujourd'hui, on parlerait de la négligence même de nos autorités. Mais justement, il fallait qu'il y ait ces 9e Jeux de la francophonie pour que on réhabilite justement ces stades mythiques. C'était une opportunité. Cet abandon-là reste dans le passé. C'était une opportunité. Ça a permis à ce que ces sites soient réhabilités, les stades Tata Raphaël comme d'autres, comme les stades des martyrs, la construction, voilà, d'autres gymnases, ainsi de suite. C'était une opportunité. Ça nous a permis d'avoir ces infrastructures-là. De toutes les façons, l'abandon, ok, mais c'est pourquoi justement nous sommes en train de marteler sur la gestion de ces infrastructures après, parce qu'on ne souhaite pas que demain on se retrouve dans les mêmes conditions qu'il y a 2 ou 3 ans passés. Après, on se met à réfléchir autour de ça, comment faire. Je crois que déjà en amont, les études devraient être faites sur l'utilisation de ces bâtiments après le jeu de la francophonie. Si ça n'a pas été fait, je crois que le moment est propice. Il faudra il n'est pas encore tard courir en tout cas et puis voir ce que nous pouvons dans les jours à venir faire de ces bâtiments-là. En fait, j'évoque ici un usage décent et favorable pour l'épanouissement des athlètes congolais. Voilà, un usage décent pour l'épanouissement des athlètes congolais. Ils ont tout dit en tout cas sur ces sujets. C'était en tout cas la clôture de la 9e édition de Jeux de la francophonie qui a connu la participation de 37 délégations et près de 2000 concurrents âgés de 18 à 35 ans à l'issue de toutes épreuves. Le Maroc est premier, voilà, au classement avec au total 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze. La République démocratique du Congo, pays organisateur, on a glané 34, 5 en or, 11 en argent et 18
Ambrose. Voilà, après ce sujet, on va prendre cette fois-ci l'appréciation du franc congolais. Jusqu'à aujourd'hui, les entreprises de télécommunications et supermarchés ne se mettent pas en conformité avec le taux officiel. Tony Antoine Dibendila, est-ce que cela également, ça relève de la faiblesse du gouvernement congolais? Non, non, je crois que chez nous, les gens aiment trop de polémiques, même autour des questions techniques. Je crois que nous avons suivi l'inspecteur général des finances, chef des services, et puis nous avons suivi d'autres experts. M. Jules Lingueté, nous avons suivi d'autres experts également. C'est-à-dire que les taux a bougé, ça c'est vrai. Et après, il y a eu des mesures prises lors d'une réunion extraordinaire sur la conjoncture économique de la République. Et après, les mesures ont été prises au cours de cette réunion-là. Et nous avons constaté qu'il y a eu quand même appréciation des francs congolais sur les marchés d'échange. Mais après, c'est-à-dire que quand les francs congolais s'apprécient face aux devises étrangères, ce n'est pas directement que les prix doivent suivre. Nous l'avons suivi. Les opérateurs économiques sont là, ils regardent, oui, mais ils observent d'abord. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand les francs congolais se déprécient, les taux augmentent et il y a les prix des biens et des services qui suivent directement. Qui suivent également. Ce qui est vrai, lorsque les francs congolais s'apprécient, les taux baissent, les prix doivent aussi baisser. Mais on ne peut pas se dire que cela doit suivre automatiquement, parce qu'on suppose que durant la période où les taux étaient élevés, ces gens-là ont fait des achats, ils ont dépensé suivant à ces taux-là. Mais après, lorsqu'il y a baisse des taux d'échange, mais peut-être qu'ils sont en train d'observer, on ne sait pas. On vit ici, les francs congolais bougent n'importe comment. Et surtout que les gens avaient peur, ils disaient, voilà, lorsqu'il y aura paye des fonctionnaires, il y aura les francs congolais qui seraient injectés dans le marché, les francs congolais vont se déprécier une fois de plus. C'est tout à fait normal qu'il y ait quand même une sorte d'observation, mais après, les opérateurs ont aussi un problème. Ce qui est vrai, ils suivent lentement et vraiment rarement. Lorsqu'il y a l'augmentation du taux ou la dépréciation du franc congolais, ils sont vraiment spontanés. Donc il y a une sorte de spontanéité. Mais lorsqu'il y a appréciation du franc congolais, mais là on observe, bon, si l'économie exige qu'il y ait observation, ça c'est vrai, mais au-delà de ça, il y a une sorte de... En fait, le petit peuple, les Congolais, certains considèrent cela comme une sorte d'escroquerie. Voilà, les taux est en baisse, nous on achète les crédits à l'ancien taux, on part au supermarché, c'est la même chose, mais finalement, pourquoi les taux a baissé? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai un 10 ou un 20 $, je pars changer pour avoir le franc congolais, je n'aurai plus l'argent. C'est-à-dire, c'est une sorte de perte de pouvoir d'achat davantage. Or, l'appréciation du franc congolais doit aider les Congolais à se rendre compte qu'il y a quand même une sorte de pouvoir d'achat qui se solidifie quand même, parce qu'il faudra la conséquence directe de la dépréciation, c'est aussi le pouvoir d'achat. C'est les Congolais qui perdent en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi je crois que indexer les opérateurs économiques, dire qu'ils sont malhonnêtes, je crois que ça sera aller vite en besogne. Je crois que les Congolais disent que le gouvernement congolais est aussi faible devant ces opérateurs économiques-là, il n'a pas raison de les dire. Et traiter les gouvernements des faibles, nous savons, au vu de la situation. Oui, mais traiter le gouvernement des faibles, chacun peut s'émouvoir comme il le souhaite. Mais la vérité est qu'il y a des histoires à respecter. La solution ultime, moi je l'ai toujours dit, la solution ultime à cette question des dollars, c'est l'augmentation de la production interne. Si on augmente la production interne dans ces pays, on aura un franc congolais solide et efficace. Ça va nous épargner cette question-là. Et puis également, ça va nous aider à dédollariser notre économie, qui est vraiment, en tout cas... Chose qui ne sera pas facile. Hein? Si, mais les grandes et les bonnes choses n'ont jamais été faciles. Comment est-ce qu'on veut dédollariser notre économie et on veut avoir une production interne suffisante et on croit qu'on va le faire dans la facilité? Ça ne peut pas arriver, la facilité. Voilà. Oui, c'est justement... Moi, je considère aujourd'hui que si les opérateurs économiques traînent, comme certains experts le disent, moi je ne peux qu'embrasser leur point de vue,
C'est-à-dire, j'estime qu'ils sont en train d'observer, mais je crois que les experts du gouvernement doivent aussi évaluer cette durée d'observation. Ça ne peut pas rester une éternité. On parle, il faut d'abord libérer les stocks. Voilà, non, mais ça nous fait presque une semaine. Ça nous fait presque une semaine depuis que le franc congolais s'est apprécié quand même. On va attendre leur observation jusqu'à quand? Libérer les stocks, mais lorsque les francs congolais s'est déprécié, les taux augmentent. Ils ne libèrent pas les stocks qu'ils ont achetés au taux inférieur. C'est-à-dire ils appliquent directement. Voilà, ça pourrait expliquer parce qu'ils iront acheter à la source avec les taux actuels. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc il faudra quand même leur donner une sorte il faudra quand même des temps pour observer. Mais ça après, risque de prendre en tout cas beaucoup de temps. Voilà. Yvon Kanda, sur cette question même, qu'est-ce que le droit congolais doit faire pour faire respecter justement cette appréciation du franc congolais sur le plan, sur les entreprises de télécommunications et supermarchés aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Et je voudrais revenir rapidement sur quelque chose parce que là, on a parlé un peu sur la francophonie, mais je voudrais relever juste une chose. Nous avons un problème du civisme. Vous savez, il faut à un moment donné qu'on arrive à inculquer dans la tête des Congolais comment il faut savoir protéger le bien commun à la différence de ce qu'on appelle le bien privé. Ah, là vous parlez des infrastructures. Sur les infrastructures. Voilà. Donc là, à ce niveau, il faudrait que les responsabilités soient partagées entre les gouvernants et les gouvernés, c'est-à-dire entre le peuple et ceux qui le dirigent. Vous comprenez? Parce que ces infrastructures ne vont pas seulement profiter aux autorités, mais ça profite à l'ensemble de la République. Aujourd'hui, c'était quand même une fierté de voir presque tout le monde aller dans le même sens, aller là où les jeux s'organisaient. Et à partir d'hier, je pense qu'on n'y fera plus encore marche dans le bois. Alors, une question pour dire que... Déjà ce matin, c'était calme. D'ailleurs, la ville est calme par rapport à tout ce qu'on a connu pendant cette semaine-là. Donc, il faut que l'État arrive vraiment à inculquer un peu le civisme, c'est-à-dire apprendre aux Congolais comment il faut respecter le bien, parce que ça nous appartient à nous tous. C'est l'argent du trésor public qui a été décaissé au profit justement de cette réalisation. Je referme rapidement pour cette parenthèse. Alors, nous parlons sur l'appréciation du franc congolais, les entreprises de télécommunications et supermarchés ne se mettent toujours pas en conformité. Très bien. Voilà. J'ai compris l'essentiel de la question. Vous allez comprendre que cette appréciation ne sera pas toujours effective plutôt, dans le chef des uns, tout comme dans les chefs des autres. J'ai suivi religieusement l'intervention de mon co-débatteur en face, où il a parlé, des fois c'est par rapport à un stock qui a été commandé, et qu'il faut attendre l'appurement de ces stocks pour revenir justement à ajuster le prix par rapport à cette appréciation. Mais ça c'est aussi un problème. Vous avez évoqué le cas ici de quoi? Des entreprises de réseau des communications. Et dis-moi un peu, à partir de quel moment les unités doivent être taxées à la manière dont on est en train de le constater à chaque fois quand on doit aller par exemple sur son propre compte en faisant l'achat? Non, quelque part, c'est l'État congolais qui doit nous aider dans ces genres d'exercices. En faisant quoi justement? Il a d'abord le pouvoir. Vous savez, quand on a le pouvoir, on peut. Personne ne peut, de sa propre turpitude, venir vouloir se comporter à la manière dont il veut. Même dans un stade, il y a toujours aussi des gardiens qui sont là pour dire, écoutez, messieurs, n'allez pas sur les gazons. Voilà par où il faut passer. Vous comprenez? Donc ici, l'État a tout le pouvoir avec lui pour fléchir pratiquement tous ces mondes-là. Parce que vous savez, les gens qui viennent là, vous avez évoqué les entreprises ici, ils ne sont pas enfants de cœur. Tout ce qui leur intéresse, ce n'est pas la tête de Betty, ce n'est pas le français de Betty. Tout ce qui leur intéresse, c'est autour des intérêts, dans ce qu'ils font. Le bénéfice. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on semble outrepasser la question, c'est de là qu'il y a aussi ces acteurs politiques qui profitent d'une situation comme celle-là. Donc ici, l'État congolais doit ouvrir l'œil et les bons et prendre des mesures draconiennes, lesquelles mettra pratiquement tout le monde au pas. Est-ce qu'on ne sera pas à nouveau à la situation que nous avons connue avec la FEC, par exemple, entre le gouvernement et cette organisation-là? Est-ce qu'on ne risquerait pas d'assister encore à ces bras de fer entre le gouvernement et le FEC? Nous n'allons pas, nous allons assister à ces bras de fer. Pourquoi? Je l'ai dit ici, les gens qui viennent là, ils ne sont pas enfants de cœur. Tout ce qui leur intéresse, ce sont des intérêts. Quand vous
passer à côté de la plaque, c'est de là, eux aussi profitent. Je l'ai dit ici. C'est tout le monde qui n'est plié que sur les devises aujourd'hui, justement, Yvan Kanda, et que le gouvernement essayait de s'imposer devant ces entreprises de télécommunications. Voilà pourquoi je pose la question. Est-ce qu'on ne serait pas encore devant la problématique que nous avons connue avec la FEC lorsqu'il fallait revoir le prix de biens et services sur le marché? Mais il y a toujours une marge de manœuvre entre l'État et pratiquement tous ces entrepreneurs ou carrément tous ces chefs des entreprises. C'est-à-dire, je dis ici, ce qui leur intéresse, c'est toujours leurs intérêts. Les intérêts. Par rapport à ces intérêts, il y a toujours une marge bénéficiaire, une marge à laquelle personne ne peut jamais aller au-delà. Quand on essaie un peu d'aller au-delà, l'État est là pour recadrer et vous ramener sur la bonne voie. Mais sur le marché, comment est-ce que les Congolais, les petits peuples, peuvent les sentir dans le panier de la ménagère, par exemple, avec tout ce qui a connu, en tout cas, de la censure sur le bien de première nécessité? Aujourd'hui, comment est-ce que l'État congolais doit s'imposer devant tous ces gens-là? Nous savons également que le ministre de l'économie a eu une réunion avec tous ces bailleurs de fonds, avec tous ces vendeurs et consorts de haut niveau. Hein. Est-ce qu'ils devront encore s'imposer? Comment faire pour leur faire entendre raison, par exemple? Je pense que dernièrement, le chef de l'État, lors de la réunion au niveau du gouvernement avec les gouvernements, passez-moi un peu cette tautologie, il y a eu des mesures qui ont été prises. Le chef de l'État initie et c'est aux autres de pouvoir l'accompagner dans cette position-là. Mais au niveau du ministère de l'économie, nous avons une inspection qui est chargée sur les suivis autour des structures de prix. Et qu'est-ce qu'il faut? Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut beaucoup y réfléchir et regarder ce qu'il faut faire. Parce que je l'ai dit ici, ce commerçant-là, tout ce qui leur intéresse, c'est pas... Ce sont les intérêts. Ce ne sont que les intérêts. Ce sont les intérêts par rapport à une marge qui est donnée. Au-delà de cette marge, l'État a le plein pouvoir de pouvoir ramener pratiquement tout ce qui est simple de ces quartiers. Voilà une dernière question par rapport à ces sujets. La paye de fonctionnaires qui intervient déjà, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur l'appréciation du franc congolais sur le marché? Pas vraiment. Vous savez, j'ai aimé une chose avec l'intervention de mon co-débatteur qui a parlé autour de la dédollarisation de notre économie. Est-ce que vous savez que d'abord nous avons une économie qui est tournée vers l'extérieur, Ça dit tout ce qu'on peut faire a toujours une influence au regard de ce que nous commandons à l'extérieur. Or, nous avons la monnaie locale qui a pour cours légal l'espace du territoire national. Ça dit même au Congo-Brazzaville ici, la monnaie congolaise ne peut pas traverser. On peut peut-être traverser pour la garder dans sa poche et la ramener une fois qu'on est rentré au pays. Par rapport à une économie qui est tournée vers l'extérieur, quand on parle de l'extérieur, il faut commander du riz, il faut commander. Mais vous allez commander ça avec quoi? Mais vous allez commander ça avec les devises parce que ce sont les devises qui vous facilitent à ce que vous ayez ce dont vous avez besoin et ramener ça au pays. Déjà, ces niveaux-là, ça pose un sérieux problème. Voilà pourquoi nous ne pouvons demander à l'État congolais, parce que nous avons plus ou moins 80% de terres arables. C'est à l'État congolais de pouvoir s'investir dans l'agriculture. Parce que quand on arrive à s'investir dans l'agriculture, vous allez voir que nous allons automatiquement détourner l'attention d'ailleurs. Et cette fois-là, nous allons nous focaliser sur notre propre sol. Nous allons tout produire. Et en produisant sur place, vous allez voir que ceux qui ont des industries, ceux qui ont des entreprises d'ailleurs, peuvent cette fois-là être tentés de venir les installer sur place et participer participer justement à une économie comme celle-là. Et quand on a déjà un produit fini à partir de ce dont nous avons tiré de notre propre sol, et à ces moments-là, nous pouvons les commercer. Nous pouvons renvoyer ça à l'intérieur, à l'extérieur. Et une fois ces produits et à l'extérieur, c'est comme ça que nous pouvons facilement tirer les dollars, tirer les devises aussi vers la République démocratique du Congo, ce qui est le contraire de ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, parce que quand on a besoin de marchandises et consorts, il faut recourir maintenant à ceux qui ont des devises. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire voir de toutes couleurs à l'État congolais.
Voilà, donc Yvon Kane également appuie l'idée de la dédollarisation, de la dédollarisation de notre économie, chose qui risquera en tout cas de prendre encore beaucoup de temps, chose qui risquerait... Mais avec la volonté, on peut, parce que je suivis le chef de l'État qui a demandé sur la perception de taxes et consorts, cette fois-là, on ne les fait plus en devise. Parce qu'à partir de là, c'est de là que... Une demande qui crée déjà en tout cas des oppositions. Mais ça crée des oppositions, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en tirent dividendes là-dedans. Ils en tirent dividendes, et en même temps la population est où? La population reste dans la rue. Vous comprenez? Or, toute action ici, quand vous devez la mener, il faut la mener dans les sens où la population doit devoir se retrouver. Quand la population ne sait pas se retrouver, elle se sent cette fois-là asphyxiée. Voilà, toute action, il faut la mener dans le sens où la population doit en tout cas se retrouver. On va changer de sujet cette fois-ci pour parler de cette proposition de l'Église catholique vis-à-vis de la CENI. L'Église catholique qui propose en tout cas à la CENI un nouveau audit du fichier électoral. Tony Antoine Dibendila, n'est-ce pas, au nom de la paix et de la transparence, la CENI doit quand même accepter cette proposition. Bon, je vais revenir sur cette question. Vous voulez également rebondir sur la question sur la paye des fonctionnaires. Oui, sur la paye des fonctionnaires. Oui, j'ai suivi certains économistes. En fait, il y a un débat là ouvert autour de la paye. Si les fonctionnaires sont payés, il y aura pas dépréciation du franc congolais. Mais moi je crois que l'IGF avait en partie répondu à cette question. Mais les fonctionnaires sont déjà payés, déjà une bonne partie des fonctionnaires sont déjà payés, mais on sent que les francs congolais résistent. Maintenant il faut rester prudent, il faut observer les comportements sur les marchés d'échange et voir si automatiquement, parce qu'il y a des économistes. Par la prudence, parce qu'il y a oui, mais il faut être prudent, c'est-à-dire voir si le franc congolais va bouger ou pas, parce qu'il y a des économistes qui assurent qu'il coûte, qu'il pleuve ou qu'il neige, il y aura évidemment dépréciation du franc congolais. Il y a certains d'ailleurs qui, moi je me dis, déjà ce matin, moi je me dis, quelque part à 24 déjà. Oui, il y a certains économistes, je ne sais pas si c'est comporté en scientifique ou en politique, ils ont dit, dès qu'il y aura paye de fonctionnaires, dans les 2 ou 3 premières heures, les francs congolais vont se déprécier. Mais là, je crois que depuis les 2 août, il y a pratiquement une bonne partie des fonctionnaires ont été déjà payés. Et jusqu'aujourd'hui, on voit que les francs congolais résistent. Voilà, les francs congolais résistent. Donc, quand je dis il faut continuer à observer, nous allons voir le comportement au fur et à mesure qu'il y aura paye jusqu'à la fin, si les francs congolais vont résister, comme les soulignent certains économistes, ou si coûte que coûte, les francs congolais va se déprécier. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut être prudent, c'est-à-dire il faut observer. Bon, sur cette question de l'audit des fichiers électoral proposé par la mission d'observation électorale composée de la paix, de la transparence, de l'Église catholique, voilà. Et n'est-ce pas que la CENI doit quand même accepter cette proposition? Et des l'ECC. Moi, je voudrais aller au-delà de cette question-là. C'est-à-dire qu'il faudra ne pas oublier que la plupart des grandes démocraties ont voté certaines lois. Je prends l'exemple de la France. Déjà en 1905, il y a une loi en France qui sépare clairement l'État et les églises. C'est la loi qu'on appelle la loi de la séparation de l'État et de la religion. Mais pensez-vous que d'ailleurs à cette époque, c'était l'Église catholique qui était beaucoup plus résistante à cette loi. Mais pourquoi la plupart de ces grandes démocraties ont souhaité séparer la gestion de l'État ou les questions politiques avec la religion? Quelles que soient les décisions politiques que les autorités françaises peuvent prendre, l'Église catholique ne pourra pas prendre parole et remettre en cause. Attends, j'arrive. Pensez-vous que
je rappelle que l'église catholique, c'est l'église la plus importante en France, par exemple, ou en Italie, ainsi de suite. Même en Italie, il y a la séparation de l'État, même en Espagne, au Portugal, mais c'est l'église catholique. Je prends l'église catholique, c'est une église importante dans ces pays-là. Mais pensez-vous qu'il y a eu cette séparation, où il y a ces lois-là, c'est-à-dire la séparation entre l'État et l'église, parce que ces États-là ont voulu considérer l'église comme étant une entité de mauvaise foi? Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de confusions qui sont parfois distillées dans l'opinion grâce aux prises de position de l'église. Moi, je suis un catholique. Je suis un catholique pratiquant. Et je vais vous dire une chose. Trouvez-vous normal qu'une institution comme la CENI, Commission électorale nationale indépendante, c'est comme ça qu'on l'appelle, mène ces histoires des fichiers électoraux, c'est-à-dire il y a une révision du fichier électoral. La CENI appelle même les experts étrangers qui sont venus ici, pour auditer ces fichiers-là. Il y a eu des ajustements et ils sont tombés d'accord. Aujourd'hui, il y a une partie de l'opposition qui refuse de prendre part, qui refuse catégoriquement de prendre part aux élections. J'étais en pâture, c'est le travail de la CENI, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est l'église catholique, d'accord. On peut dire l'église et les CC sont de bonne foi. Elles veulent que tout se passe bien. Que tout se passe bien. Alors, que tout se passe bien. Mais moi, je vais souligner une chose. Parce que cette question soulève déjà beaucoup d'opposition avant même les élections. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'en 2016, il y a eu les élections les dernières élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Mais vous n'avez pas vu les partisans de Trump contester les résultats des élections. Mais les contestations sur les questions électorales, il y en a partout. Et les États-Unis sont présentés comme les pays les plus démocratiques. Mais comment est-ce que les peuples c'est-à-dire les Américains qui ont vécu les élections dès leur naissance jusqu'à aujourd'hui, et ils connaissent les élections d'année à année, depuis les années, je crois, 1700, 1800. Comment est-ce qu'ils ont contesté, comment est-ce qu'ils ont contesté la victoire de Joe Biden face à Trump? C'est-à-dire, pour vous dire ceci, les contestations, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais, qu'est-ce qui prouve, par exemple? Aujourd'hui, l'Église catholique a dit, voilà, nous allons mener une méthodologie SBO, je crois bien, que certaines organisations de la société civile appliquent aussi pour rendre plus transparentes les processus électoraux, ou encore la révision du fichier électoral, ou l'audit du fichier électoral que l'Église et les CC souhaitent. Mais moi, là, moi, je me pose une question. C'est ce qui m'est venu premièrement en tête. Pourquoi les États les plus démocratiques ont écarté les églises dans la gestion de la République, ou pour des questions politiques? Depuis longtemps, l'Église catholique a été... Mais oui, même aux États-Unis, non, même en France, même en Allemagne, ou en Espagne, ainsi de suite, au Portugal, l'Église était au cœur des questions politiques. Pourquoi? Je vous rappelle... N'est-ce pas qu'ils ont aussi droit de... Non, je réponds pourquoi. Non, je dis ceci. Pourquoi les grandes démocraties ont écarté les églises? C'est une question politique. Si les églises peuvent jouer un très bon rôle, mais la France devait accepter que l'église catholique et les autres églises participent à la gestion de la politique. Nous, on suit la démocratie occidentale. Mais pourquoi ils ont écarté? Je vais vous dire, moi je vais vous répondre. Parce qu'il y aura toujours des confusions sur les prises de position de l'église. Il y aura de confusion. Si, mais parce que je vais vous dire une chose. Vous savez déjà la proposition. Attends, non, allons. Je ne refuse pas. Vous pensez qu'en France, l'église n'est pas du côté du peuple. Vous pensez qu'en France, là, ou en Espagne, ou au Portugal, alors, au Portugal, non, l'État a refusé. Parce que moi, je vais vous dire, pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des confusions. Et d'ailleurs, en 1905, il y a eu beaucoup de confusion. C'est pourquoi, sur
les rôles de l'Église dans la société française, la participation politique. Allons, non, que je finisse pendant ces parenthèses. Moi, je voudrais dire ceci. L'Église en dehors de la chose politique. Dans les grandes démocraties, les églises sont interdites de se mêler à des questions politiques. Je voudrais, attends, que j'atterrisse. Allez-y, atterrissez, s'il vous plaît. Que j'atterrisse. Mais pourquoi? Parce que justement, j'ai évoqué la question de confusion ici. Mais il y a eu d'affrontements violents en France. C'est parce qu'en fin de compte, on a dit, bon voilà, que les églises se mettent à côté et laissent les politiciens jouer leur rôle. Il est même interdit qu'il y ait des messages politiques dans les églises en France. Donc voilà, moi je voudrais, vous savez cette proposition-là, qu'est-ce que cette proposition-là a pour soubassement? Mais la proposition de l'audit du fichier électoral par l'ECC et par l'Église catholique remet en cause même la compétence de la CENI. C'est-à-dire, mais oui, on dit, c'est-à-dire les églises veulent passer ces messages. Écoutez, le travail de la CENI là n'est pas crédible. Je vous dis, c'est ça le message, c'est ça les soubassements. La CENI n'est pas crédible. Ça ne serait et pas même les experts, au nom de la paix. Non, ce n'est pas au nom de la paix. Les experts là, comment est-ce qu'on dit? Les experts appelés par la CENI pour auditer les fichiers électoraux ne sont pas crédibles. C'est-à-dire que, comme ils ne sont pas crédibles, nous, on se pose à nous, l'église, on vient, nous allons auditer et ça sera le plus crédible possible. C'est quoi la conséquence de tout ça? Quand on remet la CENI en cause, on remet toute une institution constitutionnellement reconnue en cause. Mais c'est toute la gouvernance qui est remise en cause. Mais c'est cela en réalité. C'est pourquoi même la fois passée, ce qui ne peut se faire ailleurs. Nous avons vu l'Église, mais c'était pas qu'en 2018, c'était en 2011 aussi. Moi, je n'ai jamais été favorable à cette histoire-là. Nous avons, en 2016, pardon, oui, en 2011, nous avons vu l'Église dire haut et fort qu'elle a des résultats d'élection. Et ce n'est pas conforme avec les résultats. Tout cela, tous avec l'influence de l'Église catholique ou même de l'Église protestante, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que les résultats que la CENI va proposer, que la CENI va nous apporter à la fin de tous ces processus pour être contestés. Voilà. Si les églises, elles, qui se considèrent comme les plus crédibles possibles, ne crédibilisent pas ces élections, les résultats de ces élections-là ne seront pas acceptés. C'est ça quoi la conséquence de tout ça. Voilà. Je voudrais par là dire ceci. Tony, moi, je suis favorable. Nous avons accepté la démocratie. Nous avons accepté la démocratie, on est allé à Sante Cité, il y a eu la constitution, ainsi de suite. Oui, aujourd'hui, nous voudrons que les processus électoraux continuent, qu'il y ait les élections en République démocratique du Congo. Nous avons accepté ces modèles-là. On peut aller jusqu'au bout. Tout à fait, on peut aller jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au bout de notre réflexion. Nous avons accepté la démocratie. Nous pouvons séparer l'Église et l'État. Et on continue avec ces processus-là. Voilà. Voilà. On peut aller jusqu'au bout. Est-ce que ça serait possible d'écarter l'Église dans cet processus? Très bien. Séparation de pouvoir. L'Église est dans le social, l'État est dans la politique. Au nom de la paix, quelle paix dont il est question? Au nom de la transparence également. Attendez. Vous savez, en principe, l'Église devrait être... pas devrait, mais l'Église doit être indépendante. Parce que le fidèle qui vient dans toutes ces églises, chacun en rapport avec la politique a au moins une position. Alors, quand l'Église opte une position dans laquelle elle veut entraîner ses fidèles, en ce moment-là, les choses ne se passeront plus très bien. Vous comprenez? Cinco et SCC qui veulent bien mener cette opération sur l'audit du fichier électoral au nom de la transparence. Mais laissez-moi vous dire, madame, mais la CENI a quel travail? La CENI est là pourquoi? C'est un organe technique qui a l'habilité même. C'est-à-dire, c'est dont la CENI a fait jusqu'à ce niveau-là. Je pense que
C'est vrai, humainement parlant, on peut toutefois prêter des intentions, mais laissons quand même la latitude à cet organe technique de pouvoir bien faire son travail. Mais déjà, quand je vois l'Église, c'est-à-dire les églises qui veulent, qui s'invitent d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas invitées, qui s'invitent à un débat comme celui-ci, mais laissez-moi vous dire, est-ce que réellement, nous ne sommes pas dans cette logique où certaines personnes, dans leur suite-là, sont soutenues par l'extérieur? Vous savez, moi, ça me peine. Ça va faire plus ou moins 63 ans que cette République fait du surplace. Vous comprenez? Or, à 63 ans, prenez un monsieur de 63 ans. Mais c'est un monsieur qui doit avoir déjà des petits-enfants, des petits-fils et consorts. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, mais c'est tout autre chose. Nous sommes en train toujours... En fait, nous sommes dans cette logique du recommencement éternel. Jusqu'à quand l'Église va devoir jouer son rôle? Mais là également, il joue son rôle. C'est quoi son rôle? Il voit déjà le mal de roi et cherche à alerter tout le monde. Là, on prend déjà là, on prend parti par rapport à une position donnée d'un camp politique. Moi, je pense l'Église serait prudente de laisser voir comment les deux camps se battent et l'Église s'amène avec de l'eau pour jeter justement sur cette flamme qui veut par exemple embraser. Vous comprenez? C'est-à-dire vous avez l'opposition et puis vous avez les pouvoirs. Mais est-ce que l'Église, cette Église aujourd'hui n'a pas le droit d'exiger ou de proposer justement cette proposition-là? Quelle est votre peur? Y a-t-il une disposition pareille dans notre Constitution qui dit au cas où ça ne marche pas et que l'Église doit venir comme étant sa père pompier ou bien prendre parti pour un camp? Nous sommes des Bantous, vous êtes sans ignorer. Nous trouvons de solutions sous arbre. Madame, je suis d'accord avec vous. Nous sommes Bantous, mais nous sommes rogis par par la loi fondamentale que nous appelons la Constitution. C'est-à-dire, nous ne pouvons jamais faire autre chose si ce n'est que puiser dans ce que nous avons mis en commun, qu'on appelle la Constitution. Donc moi je pense, même l'Église, y compris les autres qui ne sont pas forcément des églises, qui sont aussi d'autres forces politiques, doivent toujours aller dans la Constitution, interroger la Constitution par rapport à telle matière. Qu'est-ce que dit la Constitution? Et c'est de là que nous allons faire avancer la République. Et non faire les choses qui viennent dans notre propre caboche. Pour fragiliser les institutions. Voilà. Et non faire des choses qui viennent de notre propre caboche et les faire sauter comme ça aux yeux des gens. Non, écoutez, ça c'est une République. Si réellement nous aimons cette République, nous devons être confiants et nous référer pratiquement à notre loi fondamentale que nous appelons la Constitution, mise en exercice depuis février 2006. Voilà, il faut se conformer, il y a une loi et consort, mais également l'Église catholique et les CC. Qui est passé même au référendum, hein, c'est-à-dire la volonté exprimée par l'ensemble de la population congolaise. C'est-à-dire nous ne pouvons pas aller en dehors, soit au-delà de cela. Nous devons tout nous référer dans cela. Je voudrais d'ailleurs souligner une chose. Je voudrais, pardon Betty, s'il vous plaît, oui, je vois, je comprends. Je voudrais d'ailleurs souligner une chose. Vous savez qu'en France, il est interdit, formellement interdit aux religieux de parler au nom du peuple. Est-ce que vous le savez? C'est interdit. Vous verrez, je vous dis, la France est plus démocratique que la République démocratique du Congo. La France est plus démocratique que le Congo. C'est un pays exemplaire sur cette question-là. Ah voilà, c'est pourquoi que l'Église catholique, les CC ont toujours eu un mot à dire qu'il est interdit en France, un religieux, un évêque, un curé, un prêtre, par exemple, de parler du peuple. S'ils ne sont pas formellement mandatés par le peuple, et l'unique moyen que le peuple peut mandater un individu, c'est par les élections. Dans ces cas, donc, si un prêtre peut parler au nom du peuple, il peut aller, il postule. Que doit faire le gouvernement pour justement pallier à ce genre de... Non, ce n'est pas... C'est ça que ma proposition est celle-ci. Il doit y avoir une loi qui sépare l'État et l'Église. Moi, c'est ça ma proposition. Voilà. Il doit y avoir une loi comme en France, comme ailleurs, comme en Italie, qui sépare l'Église et l'État. C'est lui qui veut faire de la politique, qu'il fasse ouvertement de la politique, il va postuler, il sera élu et il parle au nom du peuple parce que c'est le peuple qui l'a mandaté. Mais venir semer pour moi, c'est une forme de confusion. Pour Antoine, c'est une forme de confusion. C'est porter les intentions à la CENI. Il faut qu'il y ait une loi qui sépare
les pouvoirs, mais également l'Église. Voilà, Mais on va changer de chapitre. Ajouter sur ce que mon ami. Oh là là, le temps nous fait défaut là. Oui, non, juste un petit mot, je place. Justement, juste en quelques mots. Il n'y a pas une loi qui doit en fait, il n'y a pas une loi qu'on doit inventer là pour séparer l'État et l'Église. C'est bien connu. Les domaines qui est réservé à l'Église, c'est dans le œuvre social. C'est-à-dire l'Église est dans les sociales. Le reste, c'est l'État qui s'en occupe. On doit les interdire ouvertement. Nous ne devons pas faire l'amalgame à ce niveau-là. C'est à l'Église de pouvoir jouer son rôle qui est celle on doit les interdire ouvertement. En France, il y a une loi qui interdit formellement ouvertement. Voilà. On doit les interdire ouvertement. On va changer de chapitre cette fois-ci pour parler de la réhabilitation de Godem Poy, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui depuis un temps en tout cas, on nous livre un spectacle dont plusieurs Congolais n'ont pas besoin en tout cas d'y assister. Il a été réhabilité entre guillemets. L'Assemblée provinciale précisément Nembalemba, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il dit dans un communiqué que non, ils ne reconnaissent pas cette décision prise par la Cour. Dans ces cas, comment faire cette cohabitation entre Godem Poy et le député provincial, puisque nous le savons, c'était le vendredi, je crois, il a eu à travailler dans son bureau. Comment faire justement pour que cette cohabitation soit dans le calme en tout cas, parce que ça chauffe et c'est pas facile. Tony Antoine Dibendila. Il n'y a jamais eu dans cette République une législature à l'Assemblée provinciale qui a aussi déshonoré cet organe délibérant. Les députés provinciaux de Kinshasa font la honte des Kinois. Ils ne méritent pas d'être là-bas. Ils ont été votés, il faut faire attention. Je l'ai dit ouvertement. La population les a mandatés en mais que la population est lapide si c'est pour eux. Que la population est lapide. Si cette population-là est favorable à ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais c'est regrettable. C'est un groupe d'élus qui veulent aller en rébellion contre la loi. Il y a la cour d'appel qui était claire dans son ordonnance sur cette question de réhabilitation du pasteur Godem Poy comme président de l'APK. L'ordonnance était claire. L'ordonnance avait suspendu les effets de la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il y ait encore une autre... Alors on avance, attends, on avance. Après, il y a la Cour constitutionnelle qui ce week-end a réhabilité ouvertement les présidents de l'Assemblée provinciale. Voilà, parce qu'il avait, parce que justement, la Cour et les pasteurs Godem Poy avaient attaqué cette déchéance-là en inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. Et résultat, la Cour constitutionnelle lui a donné raison. Les règlements intérieurs n'étaient pas respectés. Mais quand je vois certains élus s'agiter, il va se substituer à la Cour d'appel ou à la Cour à la Cour constitutionnelle. Et puis il faudra savoir pourquoi c'était la Cour d'appel qui a géré cette question. Mais la Cour d'appel, c'est au premier degré, c'est les juges administratifs de ces questions-là. Mais quand la Cour dit, écoutez, là, ces effets-là sont suspendus, les effets de cette déchéance-là, parce que ce n'est pas conforme à la loi. Et la Cour constitutionnelle dit, c'est inconstitutionnel, ça ne respecte pas les règlements intérieurs. Mais il y a un groupe qui veut résister. Il veut résister face à quoi? Mais comment ça sera justement la cohabitation? Quelle cohabitation? Le président est là, il est réhabilité, il est dans son bureau, il va travailler, il vient, il joue son rôle de président. C'est lui qui ne veut pas qu'il quitte l'Assemblée, c'est tout. Mais la loi est claire. On va aller en rébellion contre la loi, contre la Cour constitutionnelle ou contre la Cour d'appel, vous allez faire quoi? Mais il faut attendre les effets, c'est-à-dire qu'il est réhabilité, il faut attendre, je crois, 3 ou 4 mois pour intenter une autre procédure si vous souhaitez vraiment les faire partir. Mais on accuse de quoi? Mais vous avez entendu ceux qui portent médiatiquement cette question de la déchéance des Godem Poy. Vous les avez suivis. Il y a des députés provinciaux qui portent médiatiquement ces dossiers. Il y a Junior Nembalemba et il y a Mbonzi Wambonzi, il y a l'autre de l'IDPS, Francis Chibalabala, qui a d'ailleurs été apostrophé par la hiérarchie de son parti. Mais je vous dis, cette question est déjà réglée. C'est réglé par la loi.
C'est lui qui veut résister. Il va résister contre qui ou contre quoi? C'est de la rébellion. Et la rébellion est punie aussi par la loi. Ils l'ont déjà vomi. La rébellion est punie. Ils accusaient Godem Poyi de quoi? La démarche est claire. Ces élus-là, qui ont pour rôle de contrôler l'exécutif, veulent en réalité protéger l'exécutif. D'où vient ce combat? C'est parce que Godem Poyi remet en cause la question des fictifs qu'il a relevé à l'hôtel de ville et à Kinshasa. Oui, c'est vrai. Il a dénoncé l'histoire cette gérance. Non, il a dénoncé l'histoire des comptes il a dénoncé l'histoire des comptes parallèles, ainsi de suite. Mais non, lorsque vous êtes élu, vous êtes président de l'Assemblée provinciale. On vous dit, voilà, vous devez contrôler l'exécutif. Mais ce n'est pas du tic au tac. Il faut observer, regarder la gestion. Mais lorsque vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'accord, on encourage. Mais dès que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais il faut les dire. Il faut les dire, on ne cache pas. Mais dès qu'il s'est rendu compte que l'histoire des Andes, ça faisait combien d'années là, les Andes, les travaux ne prennent toujours pas fin. Aujourd'hui quand même, il y a quelque chose, il y a des choses quand même quelque chose qui a bougé là-bas. Ça dit, mais il y avait quasiment rien. Mais l'histoire des comptes parallèles, si on vous accuse d'entretenir des comptes parallèles, mais démocratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Mais on répond par le fond et par les éléments de preuve que c'est pas vrai. Mais si quelqu'un qui est censé vous contrôler dénonce des comptes parallèles, dénonce des fictifs, qu'est-ce qu'on fait? On vient par des réponses adaptées, on dit non, voilà, c'est faux. Ici, il y a ça, cette question et cette question. Mais lorsqu'on veut fuir, on veut échapper à ces questions-là, on ne veut pas répondre. Du coup, il y a une réponse à l'Assemblée provinciale. Des élus provinciaux qui veulent destituer leur président parce que ces présidents-là, ils accusent les présidents d'abus de pouvoir. Quel abus de pouvoir? Parce qu'il a accusé les gouverneurs d'entretenir des comptes parallèles, ainsi de suite. Mais ce n'est pas normal. Ça n'a jamais été normal. C'est pourquoi je voudrais ici souligner une chose. Je voudrais, pour atterrir justement, enfin, la Cour d'appel et la Cour constitutionnelle se sont prononcés. Godem Poyi est réhabilité, il est président de l'Assemblée provinciale. Et il y a, je crois, un délai de 3 ou de 4 mois, les élus provinciaux, s'ils considèrent vraiment qu'ils ne veulent plus de Godem Poyi, qu'ils patientent, après ils vont relancer leur procédure et on verra bien où est-ce que cette procédure va atterrir. Et il y a un autre dossier, pardon. Il y a un autre dossier. On a voulu accuser Godem Poyi. Il y a une sorte de commission ad hoc qui va se créer à l'Assemblée provinciale pour attaquer les présidents de l'APK. Mais je me suis dit, mais c'est méconnaître les fonctionnements parlementaires. Mais chaque début de session, il y a un rapport de la gestion passée que les présidents de l'APK a introduit et c'est validé à la plénière. Ils veulent créer une commission pour contourner la plénière. La plénière, c'est la plénière qui prend des décisions ultimes là-bas. Ils veulent contourner la plénière pour aller. D'ailleurs, de toutes les façons, la gestion des fonds de l'Assemblée provinciale, ce n'est pas que le présidentiel. S'il y a les questeurs, les rapporteurs, c'est tous les bureaux. S'ils veulent remettre en cause la gestion des fonds de l'Assemblée provinciale, c'est remettre en cause tous les bureaux. C'est tous les bureaux qui doivent être attaqués. C'est-à-dire que on est face à des gens qui sont déterminés à défendre je ne sais quoi. Les élus provinciaux, on l'accuse également de ne pas prendre à bras le corps ces problèmes lorsque l'ancien vice-gouverneur l'a eu à les soulever. Quel problème? Tous ces problèmes de comptes fictifs. Mais les députés provinciaux, mais c'est une démarche biaisée. Mais les députés provinciaux, dès qu'ils se rendent compte qu'il y a l'histoire des comptes parallèles, qu'il y a des fictifs, et cette question de fictifs et de comptes parallèles, c'est les gouverneurs qui prêtent de ça, c'est l'exécutif. Mais leur rôle, c'est justement de contrôler l'exécutif. Et ils vont s'attaquer encore, ils vont attaquer un de leurs qui soulève ces questions-là. C'est-à-dire, voilà, nous, on attaque le président Godem Poyi parce qu'il parle d'effectifs et des comptes parallèles. C'est-à-dire que ça sort de l'imaginaire. Parfois, quand j'ai du mal à les contenir. Voilà, quand je me rends compte qu'il y a des questions comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Godem Poyi est réhabilité, donc il est président, qu'il souffre. Qu'il souffre de les voir là, présider les plénières, bientôt il y aura la rentrée parlementaire. Qu'il souffre. Qu'il préside le plénier, qu'il souffre en tout cas. Parce que de toutes les façons, il sera là. Ça n'aura pas de conséquences néfastes sur la procédure. Quelles conséquences?
Il est président, il est candidat parce que c'est quoi? Voilà, il a été réhabilité, bien que les députés provinciaux contre cette décision. Comment voyez-vous justement la cohabitation entre Godin Poy et le député provincial? J'ai suivi mon co-débatteur qui est allé dans tout le sens sur cette question, mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu à un moment donné du bon ménage entre Jean-Tini Ngobila et Godin Poy. Godin Poy, c'est lui qui est le patron de l'organe délibérant et l'autre est dans l'exécutif. Entre les deux, qui devrait précéder l'autre sur la déchéance? Voilà. Je pense qu'on devrait d'abord commencer à régler des comptes à Jean-Tini Ngobila. Parce que la ville-province de Kinshasa, quand vous devez y faire un tour, mais non, vous ne pouvez qu'avoir de larmes aux yeux. Mais depuis tout ce temps, Godin Poy a eu à entretenir justement... Laissez-moi poursuivre, madame. Allez-y, allez-y. À un moment donné, j'étais chez moi en train de suivre un peu l'intervention du patron de la ville-province de Kinshasa, où il parlait avec une aisance sur la ville-province de Kinshasa qui serait retirée parmi, je crois, si c'est le 25... le 25 villes sales à travers, je ne sais pas moi si c'est en Afrique ou à travers en Afrique en tout cas. Mais non, je me suis dit, tiens, finalement, est-ce que ça, on les dit pour énerver les gens ou bien on les dit pour énerver? Je ne sais pas. Il y a quand même des travaux qui se font. Il faut aller faire un tour au grand marché pour se rendre compte. Il faut aller sur d'autres routes. Et Lengue, ça est consort. Le pont Munguludiak à l'autre fois. Aujourd'hui, entre Lemba et Ngaba pour se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose. Est-ce que vous savez, au regard des différents travaux que vous avez évoqués ici, il y a une part de responsabilité du gouvernement central qui a des travaux aussi initiés ici dans la ville-province de Kinshasa. Tout à fait. Il y a également aussi d'autres travaux qui doivent être exécutés par les gouvernements de la ville-province de Kinshasa. Donc nous risquerons de mettre le tout sur le dos d'une seule partie. Donc moi, je suis en train de regarder l'action dans son ensemble. Quand vous devez quitter chez vous à la maison pour arriver ici, vous dites que non, vous êtes fier de la ville-province de Kinshasa? Parce que la saleté commence par nous guetter à partir de chez nous là-bas. C'est-à-dire quand on quitte chez soi, dès que vous êtes sur la place publique, des fois vous dites tiens c'est pas possible. On a eu quand même la chance d'avoir été ailleurs, de se retrouver ailleurs. Mais des fois tu te dis tiens mon Dieu, c'est pas possible. Est-ce que ici les choses se passent comment, contrairement à ce que nous sommes en train de vivre dans la ville-province de Kinshasa? Or Kinshasa devrait rayonner. Ce ne sont pas des moyens qui manquent. N'est-ce pas que Godin Poy était quand même complice? Mais c'est ce que je dis. Il y a eu du bon ménage. À partir de quel moment ces mariages se déclarent divorcés? Non, je suis étonné. Parce que moi, je pense que cette action qui a été initiée par l'Assemblée provinciale devrait d'abord commencer avec l'exécutif sur l'ensemble de la gestion de la ville, parce que la ville est sale. Ce n'est même pas une question de moyens. Tout ce qu'on est en train de crier sur les fictifs et consorts, ce sont des choses qui ont été dites déjà à son temps. Et l'organe délibérant était où? Godin Poy était où? Donc moi je pense ici, et Godin Poy et Jean-Tini Ngobila, tous ces deux-là ne méritent pas forcément la confiance de nous les Kinois, parce que quand vous devez regarder la ville-province de Kinshasa, de la façon dont la situation dans laquelle elle se trouve, l'insécurité, n'en parlons pas, l'environnement là, il faut laisser les déchets, comme la saleté qu'on sort, c'est au rendez-vous de tous nos jours. Mais pendant que nous avons des gens qui sont payés et même qui ont bénéficié de l'électorat de la part de nos Kinois. Nous les Kinois nous retrouvons en quoi? Donc moi je pense ici, je ne viens pas intervenir pour X ou bien pour Y. Que ce soit Godin Poy. D'ailleurs, c'est mon ancien professeur, il m'a donné la comptabilité. C'est mon professeur, on se connaît très bien. C'est-à-dire que ce soit Godin Poy et que ce soit Jean-Tini Ngobila, tous deux ne méritent pas forcément la confiance des Congolais, des Kinois. Surtout nous, les Kinois, parce que vous ne pouvez pas quand même, en termes comparatifs, prendre le Kinshasa et la comparer à une des villes ici en Afrique. Est-ce que la démission aujourd'hui de Godin Poy donnerait une solution, une partie des solutions pour ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale? Mais laquelle des solutions? Dans moins de 4 mois, parce qu'on va tenir les élections ici au mois de décembre. C'est-à-dire, il y aura du tabula rasa dans moins de 4 mois. Moi, j'aurais bien voulu que cette action soit initiée à son temps,
où on a eu à constater que non, les choses ne semblent pas bien marcher. Mais on a laissé pourrir la situation. Les choses sont allées si vite comme vous pouvez l'imaginer. Et à moins de quelques mois sur l'organisation de l'ensemble des élections, et on amène une action comme celle-ci. Même y compris ces députés provinciaux qui sont là, la plupart ne méritent pas forcément la confiance de nous, surtout nous les Quinois. Mais je pense que la carte sanction arrive. Décembre ici, la plupart de beaucoup de ces députés que vous voyez là, ils ne vont pas revenir à l'hémicycle. Ils ne feront que du babaï au loin. Voilà, je retenu, il a dit, en tout cas dans tout ce qu'il a dit, je retiens que ce soit Godempoy, que ce soit Gentini Ngobilambaka, les deux ne méritent pas la confiance des Je crois plutôt que c'est Gentini Ngobila qui ne mérite pas d'être à la tête de la ville. Mais la ville, elle est ce qu'elle est parce qu'il y a eu Godempoy qui était là. Non, Godempoy ne gère pas la ville. Godempoy ne gère pas la ville. Godempoy ne gère pas la ville. Godempoy contrôle ceux qui gèrent la ville. Attendez mon ami, c'est déposé. Godempoy contrôle ceux qui gèrent la ville. Ceux qui gèrent la ville devraient démissionner en conséquence. Voilà. Ils n'ont pas bien géré la ville. C'est pas Godempoy de gérer la ville, c'est pas lui. Comment il est dans l'organe délibérant? Nous savons ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Il y a des indiscrétions qui parlent de la dynamique. Voilà. Il y a eu plusieurs questions débattues ou décryptées au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi. Nous avons parlé de l'appréciation du franc congolais, la position des entreprises de télécommunications et supermarchés qui ne se mettent pas en conformité avec les taux officiels, ce que devait faire l'État congolais pour réguler justement cette situation. Ils ont donné leur point de vue. On a parlé également de la paye des fonctionnaires. En tout cas, c'était une crainte pour plusieurs Congolais. Est-ce que cela ne risquerait pas encore de coup-circuiter, si on peut utiliser le mot, le franc congolais, les dollars, cette paye? Ils ont également donné leur voix. On a également parlé de la francophonie, de ces 9e édition de Jeux de la francophonie qui s'est clôturée hier, dont le président de la République a eu à faire un discours, mais également par rapport à toutes ces infrastructures léguées par ces Jeux. Que faire pour garder justement ces infrastructures en bonne santé, si on peut le permettre ces termes. Et puis, on a parlé de la proposition de l'Église catholique et de l'ECC par rapport à l'audit du fichier électoral. Et on a chuté avec le dossier Godempoy au niveau de l'Assemblée provinciale. Comment, mes invités, vous voyez justement la cohabitation entre le président de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux. Merci à vous, Yvon Kanda, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, madame, de nous avoir associés justement à ces débats. Merci à vous également, Tony Antoine Dibendila, d'être toujours disponible pour cette émission. Merci, Betty. Je rappelle que vous êtes en congé, mais vous êtes quand même venu pour répondre à cette invitation. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Décrypte Éco. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec certainement d'autres sujets. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous, mais surtout, restez branchés sur le programme de Ecofin Télévision.